Bonjour à tous et merci d'écouter cette saison 1 du tout premier podcast signé Truffaut. Passion, authenticité, excellence, transmission. Mettons plus de vie dans nos vies. Le podcast de Truffaut. Je suis Jérôme Pitorin, journaliste, animateur, globetrotter pour l'émission Échappée Belle, et je vais chaque fois, en compagnie d'experts et de passionnés, vous proposer d'enrichir vos connaissances du monde végétal avec de nombreux conseils et astuces dans une quête de bien-être, le tout arrosé de bonne humeur. Aujourd'hui, la rose gallica est à l'honneur. Mais quelle est donc cette rose connue aussi sous le nom de rose de France ? Quelle est son histoire ? Au-delà de son côté ornemental, comment l'a-t-on utilisée ? Quelle fonction a-t-elle revêtue ? Pour nous en parler, je reçois un passionné, que dis-je, un expert certainement le plus omniscient sur le sujet. Bonjour François Joyau. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors je vous présente brièvement François, enfin je vais essayer de m'y efforcer car vous avez un CV à cursus XXL. Vous avez été professeur d'histoire de l'Extrême-Orient à l'Université de Paris. Vous avez également enseigné à l'ENA et à Sciences Po. Et au-delà de votre affection pour l'Asie de l'Est et son histoire, vous vouez surtout un amour passionnel pour les roses gallica. Vous êtes d'ailleurs président de l'association d'amateurs Rosa Gallica et président de la Fédération française de la rose. Et votre joyau, François, si vous me permettez ce jeu de mots, c'est la roseraie à la cour de Commères, chez vous, en Mayenne, où vous avez constitué depuis près de 30 ans une exceptionnelle collection de roses anciennes, comprenant pas moins de 1300 rosiers. L'essentiel de cet ensemble est une collection de roses galliques, classée collection nationale. Elle comprend la totalité des 300 variétés de celles-ci, encore en culture de nos jours. C'est la plus importante des collections existantes dans le monde. Vous avez écrit de nombreux ouvrages également sur les roses, comme Rose de France, édité à l'Imprimerie nationale, ou encore la nouvelle encyclopédie des roses anciennes chez Eugène Olmer, édition, pour ne citer que cela. Alors avant d'aller voir si la rose qui ce matin avait déclose, j'aimerais que vous me racontiez votre premier souvenir marquant, votre première émotion liée à la nature, ou plus spécialement au végétal. Eh bien, le premier souvenir vis-à-vis des roses, j'étais déjà assez âgé. Il s'agissait tout simplement, dans une maison très ancienne que nous avions en Touraine, une maison qui date du XV-XVIe siècle, il s'agissait de créer un jardin de roses, mais si possible avec des roses datant de l'époque. Et donc, si vous voulez, l'émotion a été un peu différente de ce que vous supposez, j'imagine, parce que émotion, ça veut dire la réaction face à une fleur qu'on aime, à un parfum, etc. Là, ça a plutôt été un attrait de collection. Il s'agissait de restituer des roses dans leur environnement ancien, et donc des roses anciennes datant plus ou moins de l'époque. Voilà, c'est comme ça que les choses ont démarré. Et puis après, ça a été crescendo et c'est devenu effectivement une passion de grande envergure. Donc en fait, vous avez acquis une maison et vous avez voulu mettre en lien l'ancienneté de cette maison avec les fleurs qui existaient à l'époque où elle était construite. Voilà, ça a été ça le véritable début de la C'était quelle passion. époque d'ailleurs cette maison ? 15e. Ah oui, 15e. d'accord, ok. Ouais. Alors comment vous y êtes pris pour retrouver quelles fleurs poussaient là Je me suis intéressé au sujet, je me suis intéressé à l'histoire des roses, je me suis intéressé plus particulièrement à cette catégorie de roses, à ce groupe de roses, les roses galliques dont on a parlé, et puis c'est parti, si je puis dire. Et donc nous sommes arrivés finalement à une grande roseraie, et à une passion, à l'écriture de bouquins, à des travaux en laboratoire et autres. Ça a dégénéré, diraient certains. Et alors, ça aurait pu être la même chose, vous pensez, si ça n'avait pas été des roses qui avaient été là à cette époque-là ? Probablement. Ouais. Probablement. C'est la passion du collectionneur qui veut aller au fond des choses. Oui, parce que vous collectionnez, je crois, les pièces de monnaie, Oui, vous collectionnez des mobiliers anciens, vous êtes un collectionneur aussi de roses. Donc, qu'est-ce qui vous a séduit particulièrement chez cette rose gallica ? Est-ce que vous pouvez déjà nous la décrire, à quoi elle ressemble ? Bien, une rose gallique, il y a des caractéristiques, si vous voulez, pour la différencier des autres. Parce qu'a priori, on a l'impression que toutes les roses appartiennent au même groupe, ce qui est bien évidemment une erreur. La rose gallique, c'est d'abord un rosier qui est arbustif, et non pas grimpant. Si vous avez un rosier grimpant, par définition, ça ne peut pas être une rose gallique.
La deuxième caractéristique, c'est la couleur. Toutes les roses galliques tournent autour, je ne dis pas qu'elles sont de la même couleur, mais tournent autour du pourpre. D'accord. Non pas du rouge, on pourra y revenir. Le rouge est une couleur qui nous vient des roses d'Extrême-Orient, de Chine, mais autour du pourpre. Donc voilà 2 caractéristiques. Une troisième, que généralement les gens n'apprécient pas du tout, évidemment, c'est que c'est une rose qui ne remonte pas. Ah, Autrement dit, elle fleurit en juin et point final. Il faut D'accord. attendre juin suivant. d'accord. Autrement dit, vous travaillez 11 mois pour 1 mois de plaisir. Par ailleurs, ce sont des roses qui, à l'inverse, ont une qualité extraordinaire, c'est leur parfum. Si vous entrez dans une roseraie, enfin dans une collection de ce type de roses, Mm. ça se sent tout de suite. Et les gens, les visiteurs disaient toujours, mais c'est incroyable, les roses qu'on a ne sentent plus rien, alors qu'ici, au contraire, surtout s'il fait un petit peu chaud, parce que la chaleur favorise le parfum, c'est l'une des grandes caractéristiques. Oui, puis c'est un rosier qui peut être assez haut aussi, qui peut quasiment atteindre la taille d'un homme. Oui, mais oui, d'un petit homme. D'un petit homme, D'un d'accord. petit homme, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de grimpant. Hein. Ouais. Mais effectivement, si on le cultive, par exemple, le long d'un mur très chaud, et qu'on le palisse, il peut atteindre une certaine hauteur. Alors on dit que cette rose, en tout cas ce que j'ai lu, elle remonterait à l'Antiquité, peut-être même au-delà, et qu'on avait trouvé des peintures sur une fresque à Pompéi de cette rose-là. Oui, alors si vous voulez, il faut bien savoir de quoi on parle. Parce que, comme pour toutes les roses, vous avez 2 sortes de roses. Vous avez la rose botanique initiale, c'est-à-dire la rose sauvage. Oui. Et alors là, c'est en milliers ou dizaines de milliers, je n'en sais strictement rien, d'années que ça se compte. Et puis, il y a toutes les variétés qu'on a tirées de cette rose d'origine, qui est la rose botanique, la rose sauvage, qu'on a tirée à telle et telle époque en fonction largement de la mode. Hein. Oui. Bon. Donc, la Rosa gallica, le nom latin désignant surtout la rose botanique, la rose sauvage, Mhm. Rosa gallica, ça je peux pas vous dire à quelle date ça remonte, Bien sûr, bien des sûr. milliers d'années. Oui, oui. Bon, mais les roses galliques, c'est-à-dire la descendance de Rosa gallica, alors ça c'est beaucoup plus plus facile. Non, mais enfin c'est relativement possible. On a énormément de traces effectivement dans la littérature et des Grecs et des Romains. Ça a commencé donc à exister à cette période-là, et ça s'est développé après, à partir de la Renaissance, mais surtout la grande période, c'est la première moitié du 19e siècle, les années 1800-1850. D'accord. Et alors, est-ce que cette rose a été renommée rose de France? Pourquoi? Eh bien, parce que d'abord, le latin n'est plus tellement en vogue, si j'ai bien compris. Et Rosa gallica n'est pas forcément compréhensible pour tout le monde. Et puis ensuite, Rosa gallica désigne précisément la rose sauvage, la rose botanique. Alors que là, il était question d'un tout autre chose. C'était le groupe des roses qui en provenait. Et donc, pour ces 2 raisons, facilité de langage et puis aussi désigner l'ensemble du groupe et pas seulement la mère, si je puis dire, du groupe, on est passé à l'expression rose de France, et c'est sous ce titre que j'ai publié mon premier bouquin à l'Imprimerie nationale, il y a maintenant 20 ou 25 ans, je ne sais plus. D'accord. Alors, est-ce que ces roses ont eu une utilité? Est-ce qu'elles ont eu une fonction particulière au cours de l'histoire? Oui. Alors, je m'adresse vraiment à l'historien, puisque là, Ouais, je oui, peux en oui, profiter. Hein. elles ont eu une fonction particulière. On a commencé à les cultiver pour 2 raisons. L'une, médicinale. À partir de la rose gallique, on peut obtenir des produits qui ont comme vertu d'arrêter tous les saignements, les hémorragies, saignements. Ça, c'est donc son côté utile. Et puis, il y a aussi le côté ornemental. Et on revient aux monastères anciens qui ont joué un grand rôle dans cette histoire. C'est une rose
pourpre, rouge. Et dans tout ce qui est liturgie, si je puis dire, des monastères anciens, le rouge, c'était la rose des martyrs, alors qu'au contraire, le blanc était réservé à la Vierge. Et donc, très tôt, ça a servi à orner des églises, des hôtels. Et donc, il y avait forcément une culture de rose dans un jardin monastique pour des raisons tout simplement d'ornementation de l'hôtel. D'accord. Et alors cette rose, je crois que, l'impératrice Joséphine aussi a mis un vrai coup de projecteur sur cette variété-là. Alors, ça, c'est le serpent qui se mord la queue. Est-ce que c'est l'impératrice Joséphine qui a lancé la mode ou est-ce qu'elle a subi la mode Est-ce et qu'elle a l'a surfé sur la suivie? mode? Oui. Voilà, ça, c'est pas facile à dire. Mais effectivement, l'impératrice Joséphine a donné une ampleur considérable à cette mode. Pas parce que c'était l'impératrice, parce que c'était un modèle, d'une Oui. certaine façon, hein, qu'elle était passionnée de jardins, de plantes en général. Mais surtout, il y a eu derrière cette collection, il y a eu un peintre qui a été redouté. Et redouté, le bouquin de Redouté sur les roses a été un succès considérable. Et aujourd'hui encore, ça fait partie de l'un des livres les plus rares. Et donc, on peut dire que très largement, entre l'impératrice et Redouté, lequel des deux a joué le rôle essentiel? C'est peut-être le livre de Redouté, D'accord, finalement. OK. Elle a suivi finalement, ses écrits peut-être et s'en est inspirée. Alors pour que cette rose traverse le temps et pour que ces roses soient aussi nombreuses puisqu'elles ont atteint la variété atteint jusqu'à 3000, Ouais, hein, ouais. 3000 pièces, on va dire, 3000 variétés. Il faut des obtenteurs. Alors est-ce que vous pouvez déjà, nous expliquer ce qu'est un obtenteur et quel est le rôle de l'obtenteur? Je vais être très simpliste. L'obtenteur, c'est celui qui obtient la rose. Alors, ça veut dire quoi C'est-à-dire, obtenir la rose? Dites-moi. c'est-à-dire que vous partez de roses botaniques. C'est vrai pour les Rosa gallica, mais c'est vrai aussi pour les autres catégories, hein, pour Donc, les autres espèces. rose botanique, rose, on va dire sauvage. Rose sauvage. D'accord. Voilà. Et vous travaillez cette rose pour en obtenir des variétés. Travailler, ça veut dire que vous la semez, que vous sélectionnez les semis et que petit à petit, vous arrivez de semis en semis, se transformant à chaque fois un petit peu plus. Alors, ce qui se transforme, ça peut être la couleur, ça peut être la hauteur. On parlait tout à l'heure de Oui, hauteur. oui, Bon, ça peut être bien d'autres choses. oui. Le parfum qui Nombre de apparaît, pétales, disparaît, oui, s'intensifie, bon, etc. Qui donc sélectionne, si vous voulez, chaque transformation, chaque amélioration, parce qu'en fait, c'est fait pour être amélioré. Ouais. Bon, si ça dégénère, ça ne l'intéresse pas. Chaque amélioration est sélectionnée et ressemée de façon à obtenir des variétés de plus en plus proches de ce qu'ils recherchent, mais aussi de plus en plus nombreuses, parce que dans tous ces essais, vous avez forcément une multiplication voilà. Et c'est toujours ce qui se fait, hein. C'est pas une histoire ancienne. Mhm. Les rosieristes actuels, mais vous prenez les grandes maisons, je ne veux pas faire de publicité, Andreev hein, ou autre, mais oui. enfin voilà, prenez Delbar, vous prenez Meillan, ces gens-là, ces sociétés sèment tous les ans ont des milliers de semis. Et c'est dans ces milliers de semis qu'ils vont à la pêche pour trouver, disons, une vingtaine par an de nouveaux. Ils sortent 10, 20 nouveautés par an. Les 10 ou 20 meilleurs, selon eux, peuvent se tromper. Parce que vous voyez, quand vous avez 10 000 roses devant vous, pour trouver les 20 meilleurs, il faut... Voilà. Mais il y a beaucoup de critères qui jouent. Il y a notamment la maladie, le parfum, D'accord. voilà. D'accord. Bon. Donc l'obtenteur, si je peux résumer un peu, c'est un peu un créateur d'une nouvelle variété, quoi. C'est un créateur d'une nouvelle variété, absolument. D'accord. Votre quête de rose gallica pour agrandir votre collection vous a demandé beaucoup de recherche, j'imagine, de travail, et vous a amené peut-être même à voyager dans de nombreux pays? Il faut surtout citer l'Allemagne, pour une raison très simple, c'est que quand j'ai commencé, l'Allemagne était encore divisée en deux. Il y avait l'Allemagne de l'Est, et en Allemagne de l'Est, il y avait une très grande roseraie qui avait été fondée du temps de la roseraie de l'Aille-les-Roses, dans le Val-de-Marne. Bon.
Or, en France, mais en Europe occidentale en général, on a sans arrêt des fleurs, des roses modernes qui arrivent. Mmh. Donc il y a des problèmes de place qui se posent. On finit donc par éliminer les plus anciennes pour faire la place aux nouvelles. Mais comme en Allemagne de l'Est, ils étaient complètement coupés de Du monde. l'Occident Ouais, bien sûr. et qu'eux-mêmes n'avaient pas une production de variétés importante, eh bien ils conservaient les roses D'accord, anciennes. ok. Et donc on a retrouvé là, si vous voulez, des variétés qu'on avait perdues en France depuis très très longtemps. Mhm. Et donc ça a été une grande, c'était pas la seule, mais une des grandes sources d'approvisionnement de la collection, qui était un rapatriement, si je puis dire, de variétés autrefois françaises, mais perdues. Au fur et à mesure que le collectionneur que vous êtes se retrouve à trouver des variétés un petit peu partout, à reconstituer finalement l'entièreté de ses collections, quelle est la satisfaction à chaque, j'allais dire, à chaque variété retrouvée? Qu'est-ce que vous éprouvez? Oh bien, tout simplement le fait d'avoir retrouvé, mais aussi c'est tout ce pulse, si vous voulez, qui se reconstitue et qui est la satisfaction de n'importe quel collectionneur, que vous collectionnez les motos, les autos, les timbres-poste ou tout ce que vous voudrez. C'est Ouais. la même chose. Donc, dans votre façon de fonctionner, vous aimez être en quête de quelque chose, puisque vous Oui, collectionnez plein de choses et oui, pas que les roses, oui. et vous avez besoin de ressentir ces petites émotions au fur et à mesure de, Voilà. de Et cette puis j'ai quête besoin finalement. de sentir que je vais pouvoir arriver au bout. Ah oui, c'est ça surtout. Donc si on se fixe un objectif limité, Mmh. mais qui a des bases scientifiques, Mmh. il y a une raison, si vous voulez, pourquoi c'est limité à tel et tel type de rose, et que vous voyez le bout du tunnel, alors ça, c'est une grande satisfaction parce que votre collection, elle est complète. Voilà. Et pour le collectionneur, la collection complète, c'est le top. Alors, parmi ces 300 variétés de roses galliques que vous avez dans votre roseraie, j'imagine qu'il y en a quelques-unes que vous préférez particulièrement. Et lesquelles? Alors, là aussi, peut-être vous vous attendez à ce que je vous dise: «Oh, il y a celles-ci qui sont Bah bons. oui, exactement. Oh, oh, il y a celle-ci qui est belle, la couleur est belle», et cetera. C'est pas faux, il y en a des plus ou moins belles, il y en a des qui sont insignifiantes, hein, honnêtement, voilà. Mmh. Quelles sont celles que vous aimez? C'est difficile à dire parce que j'ai toujours mélangé la beauté de la rose et son histoire. Mmh. Alors, partons peut-être sur celle qui a Ben, remporté alors à ce moment-là, vous avez une rose, l'esthétique. qui date du Premier Empire, qui est la Belle Sultane. Bon, c'est une gallique, très très connue. La Belle Sultane, je la trouve très belle. La rose est très belle, Est-ce mais que vous il y a pouvez nous la derrière, décrire? Parce que moi, je la connais pas, par exemple. Et là, je sais pas. elle est bon, c'est une rose qui est assez pas très pleine. On appelle rose pleine celles qui ont beaucoup de pétales. Ouais. La botanique a 5 pétales, par définition. Toutes les botaniques ont 5 pétales. Bon. Et puis après, les obtenteurs, Oui, oui, justement, oui. ont choisi celles qui en avaient de plus en plus. Et, D'accord. voilà. Et puis, à la fin, vous en avez des très pleines. Bon. La Belle Sultane n'est pas une rose très pleine, mais c'est pas non plus une rose botanique. C'est-à-dire, c'est entre les deux, mais c'est une rose assez légère. D'accord. Voilà. Bon. Donc, elle est plutôt pourpre comme la Elle est Gallica, plutôt voilà. pourpre, Comme parce que celle de toute la Ronsard gamme aussi. Voilà. comme celle de... De Ronsard. Ah, on en reparlera si vous voulez. J'ai beaucoup de choses à vous dire sur celle de Ronsard. Et alors, Et et les étamines sont de quelle couleur, par exemple? ah bah c'est jaune, C'est jaune, d'accord. bien sûr, c'est Plutôt doré, toujours jaune. d'accord. Alors, avant de terminer notre entretien, je voudrais qu'on parle un petit peu aussi de l'association Rosa Gallica, donc qui a pour initiative évidemment de protéger et de faire connaître ces roses anciennes. François, vous êtes le gardien de ce patrimoine floral exceptionnel. Au nom de tous les passionnés de la rose, en tout cas, je pense que vous êtes quelqu'un qui est reconnu, apprécié. Et est-ce que vous avez justement vous ressentez cette impression et cette reconnaissance de la part du monde des passionnés de la rose? Je dirais pas la rose en général, mais De la rose les gallique, en roses galliques, l'occurrence. Oui, voilà. oui, bien sûr. Voilà. Oui, automatiquement, pour la rose gallique, on dira c'est joyaux. Ouais. Voilà. On a été plus loin avec cette association parce que il y avait un côté, si vous voulez, scientifique. J'ai voulu aussi explorer
ce côté, bien que moi n'étant absolument pas scientifique, mais littéraire. Mais j'ai fait en sorte que les scientifiques s'y intéressent et à côté de pas très loin d'où on est, à Angers, il y a, des labos qui sont spécialisés dans l'étude des fleurs et un de ces, labos, s'est précisément intéressé aux roses galliques. On a fait des inventaires. Mmh. Je vais vous donner un exemple simple à comprendre. Dans la collection des 300 variétés que j'ai, eh bien, pour chacune, j'ai, la composition en chromosomes. C'est-à-dire, D'accord. j'ai le code barre, si OK. je puis dire. OK. Ça se présente sous forme d'un Ouais, code ouais, barre, d'accord. hein, L'ADN, ouais. de chacune des variétés. OK. Voilà. Alors, j'imagine que tous ceux qui nous écoutent, évidemment, vont avoir envie de planter des rosiers, gallicas chez eux. Où est-ce qu'on peut s'en procurer? Et alors, quel est à la fois, le bon endroit pour les trouver? Et puis après, ensuite, à quel moment on les plante? Alors, Comment ça se oui, travaille? il faut quand même, bien dire que ce sont des roses qui ne remontent pas. Oui, qu'au mois de juin. Elles sont là Voilà. qu'au mois de juin. Donc voilà, faut pas s'aventurer, faut être, voilà. Mais où les trouver? Alors, nous, on ne vend absolument rien, mais en revanche, on a confié à un rosiériste, le soin de doubler D'accord. cette, collection. C'est-à-dire que, y aurait-il un ouragan qui ferait disparaître la roseraie demain matin, toutes les variétés sont conservées par ailleurs. D'accord. Voilà, ce rosiériste, ce sont les roses André-Ève, D'accord. qui est à côté de Pithiviers, qui est Bien fort sûr. connu dans le domaine Exactement, des roses voilà. anciennes, hein. Donc il a le double, si je puis dire, de toute cette, collection. Quand? Le meilleur moment, c'est comme toutes les autres végétaux, c'est le mois de novembre, Ouais. décembre. Ouais. C'est là le bon moment pour planter les rosiers. Ce qui est surtout important, c'est de savoir où on les plante et dans quel sol. Parce que si vous les plantez dans un sol qui est, très calcaire, vous n'avez aucune chance d'aboutir Mmh. à des choses intéressantes, hein. Donc il faut un terrain, ou neutre ou acide, mais surtout pas calcaire. D'accord. Voilà. Sans ça, il faut que ce soit au soleil, mais ça, c'est le cas de toutes les roses. Mais particulièrement celle-ci, dont le parfum est important et s'exprime mieux s'il est en plein soleil. Et d'autant qu'il existe des groupes de roses qui peuvent aller à l'ombre. Par exemple, les roses alba, les blanches, viennent assez bien à l'ombre. Donc il n'y a pas lieu de s'entêter, si vous voulez, de mettre la mauvaise rose au mauvais endroit, parce qu'on a abouti à une catastrophe. Parfait, merci mille fois à la fois pour ces conseils et pour ce petit cours d'histoire sur la rose gallica. Merci de nous avoir transmis votre passion Merci. pour cette fleur et cette variété en tout cas. Et puis, je souhaite longue vie à ce jardin et longue vie à vous aussi auprès de lui. Et merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui, François. Merci. Notre podcast se termine déjà, mais restons connectés à la nature. Tous nos épisodes sont disponibles sur les principales plateformes d'écoute et sur notre site truffaut.com. Je vous dis à très vite pour cultiver ensemble notre jardin et notre esprit.